Laquelle de mes 3 vies professionnelles, laquelle je suis le plus fier, je vous dirais probablement, c'est celle de la Fondation d'entrepreneurship. Hein, comment ça? Parce que il y a quelque chose qui est au-delà de donner quelque chose, rendre service à la communauté, à la société, quelque chose qui est un peu... Il y a un élément de cause, de mission puis de cause dans ça. Ça, honnêtement, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher. Alors, bienvenue au podcast Meilleur humain, meilleur monde. C'est un podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs, des innovateurs, des bâtisseurs. Si vous aimez ce que vous voyez, on vous invite à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui. Et également, tant qu'à y être, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne du même nom sur YouTube, Meilleur humain, meilleur monde. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Mario Girard, qui est le PDG du Port de Québec. Également avec moi, mon associé Normand Chadwick. Et moi, bien, je m'appelle Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines. Messieurs, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci de nous faire une petite place dans ton agenda. On peut imaginer qu'avec le genre de projet dans lequel tu navigues, parce que tu as utilisé ce mot-là tantôt, je crois que c'était bien adossé avec le domaine dans lequel tu es. On peut imaginer que c'est pas facile d'avoir une place à ton agenda. Et, on est vraiment gâtés et choyés. On t'en remercie chaudement. Ça me fait plaisir d'être là, même si j'ai un petit malaise quand même là, dans l'introduction, d'être dans votre groupe select d'invités. Alors, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous, pour aujourd'hui. L'objectif, c'est que des gens aient envie d'entendre ton histoire, les bons coups, les moins bons coups, ton cheminement. Il n'y a aucune prétention dans ce podcast-là. C'est juste fait pour partager à travers le tissu social d'entrepreneuriat québécois. Rien de plus, rien de moins. Mario, on va faire un petit tour de rapidement quelques éléments clés de ta bio, si on veut, que j'ai pris sur ton compte LinkedIn. Fait que tu me feras des corrections s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, en 1985, ça commence avec le lancement d'une compagnie qui s'est appelée Gespo Technologies. Tu as parti ça dans la vingtaine. Ça a culminé un super beau succès. Ça a fini avec un succès international, 300 employés. Ce projet-là se termine aux alentours de 2001. Ensuite, toujours dans les technologies, Einstein Technologies, qui a eu lieu aux alentours de 2001 à 2007. Ensuite, Fondation de l'entrepreneurship du Québec, 2008 à 2010. Et puis, on remonte tranquillement comme ça jusqu'au Port de Québec, 2011 jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'implications autres aussi. Tu es membre des YPO. Tu as été extrêmement impliqué également avec l'École d'entrepreneurship de la Beauce dans différentes cohortes et tu as beaucoup aidé Marc Dutil à fonder tout ça. Et sans oublier un autre morceau qu'on a trouvé dans les médias, que tu avais accédé là, en 2015 au conseil d'administration de l'Association internationale des villes et des ports. Et puis, il y a plein d'autres implications sociales également, mais bon, je pense qu'on en a déjà relativement assez dit pour commencer. Alors, Mario, première question. Évidemment, ton parcours en est un d'entrepreneur, suivi d'un de PDG. Quand est-ce que tu as su que tu allais être en affaires? Quand est-ce que tu as su que tu étais un entrepreneur? En fait, ça vient certainement pas de... Je dirais que j'ai pas été élevé dans un milieu, ma famille directe. Tu sais, contrairement à beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont eu le modèle dans la famille directe, là, moi, je viens pas nécessairement d'un milieu comme ça. Alors, du plus loin que je peux me rappeler, écoutez, moi, j'ai commencé le cégep à un moment donné en sciences administratives, puis j'ai pas aimé ça vraiment. Alors, j'ai un drop-out. Alors, j'ai quitté le cégep assez tôt. Je me suis ramassé à faire des petites business, pour réussir à gagner ma vie, en fait. Et j'étais l'aîné d'une famille de 8 enfants. Donc, à l'époque, très modeste, une famille vraiment, vraiment très modeste. Alors, il fallait nécessairement pour réussir à s'acheter des petites choses en dehors de l'essentiel dans la famille, de la nourriture et tout, aller chercher un petit peu de sous en dehors de ça. Donc, je suis ramassé dans différents domaines. Moi, je suis même ouvert une petite boucherie. Et puis, j'ai fait ça pendant une couple d'années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je voudrais, l'éclair s'est fait, en fait, je peux le nommer, je pense, là. Il le sait, je lui ai déjà partagé, là. C'est que moi, j'étais très proche de la famille de Serge Godin, lors de CGI.
Et puis, Serge et moi, on avait travaillé ensemble dans un tout autre domaine, là, avant même qui crée CGI, en fait, là. Alors, j'ai toujours suivi un peu le parcours de Serge, moi. On avait travaillé des samedis ensemble dans un nettoyeur à linge, un Betty Bright au Saguenay. Et un jour, je le voyais aller, moi, dans notre Serge, là, tu sais, qui était parti pour son cégep, monter à Québec, commencer à former CGI. Et je pense que ça a été un élément inspirant jusqu'à ce qu'un de mes clients, justement, à la boucherie, qui a été professeur de Serge, m'a dit, Mario, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, il me semble que tu as du talent, mais tu pourrais peut-être faire autre chose. Alors, j'ai quitté, j'ai passé du drop-out, je suis revenu en technologie de l'information au Cégep. Et puis, avec l'idée d'aller faire mon bac à l'Université de Chicoutimi, je me suis là, inspiré par ça. Je peux le dire, là, de voir un peu comment Serge est en train de développer sa business. Et c'est ce qui m'a amené un peu dans le déclic entrepreneurial, en fait, c'est fait là. C'est vraiment Serge qui est le déclic, là, si on résume ça en un mot. Je dirais que Serge, là, il y a eu beaucoup d'autres choses. Un oncle entrepreneur qui m'a embauché ensuite dans son supermarché quand je suis retourné à l'école. Mais fondamentalement, là, celui que j'ai suivi, tu sais, on dit on a besoin souvent de modèles. Moi, un de mes modèles, ça a été Serge. Ouais. Tu retournes à l'école, tu t'en vas faire de la formation en technologie, qui était quand même assez nouveau comme domaine à l'époque, je présume. Est-ce que déjà tu avais une idée de vers quoi tu allais partir la première business là, qui s'est avérée évidemment une business de technologie? En fait, le modèle de Serge était tellement fort que j'ai été travailler, une histoire vite, là, je me suis emmené à Québec pour faire un stage où il n'y avait aucune possibilité d'emploi. Bon, je suis originaire du Saguenay, moi. Donc, le seul stage où il n'y avait aucune possibilité d'avoir un emploi, c'était à l'époque, on appelait ça la mutuelle des fonctionnaires, qui est devenue aujourd'hui la capitale, qui est devenue bénévole. Et écoute, je suis rentré en même temps que les boîtes d'ordinateurs. C'est incroyable, là, ça fait pas si longtemps que ça, là, je suis quand même pas un Mhm. dinosaure, là, mais ça me fait drôle de dire ça, là. Et après 3 mois en fait, le stage, l'été, etc., j'avais prolongé un peu. Là, on m'a offert un emploi. Donc, le petit Saguenayen à qui on offre une job sur la Grande Allée, tout près des locaux de CGI d'ailleurs. Et alors, j'ai dit oui. J'ai dit, OK, je ferai mon université un peu, là, un peu plus tard, on the side, là. Ce que j'ai fait en passant, en partie, ça a été assez étiré, là. Donc, j'ai fait un petit peu une couple d'années à la Mutuelle des fonctionnaires. Ensuite, je suis allé joindre l'équipe de Serge Godin chez CGI pour une autre année et quelques, jusqu'à ce que je fonde à 24 ans, là, en fait, j'avais 25 ans, ma première entreprise avec 3 autres associés qui s'appelait Gespro Technologies. Quatre jeunes, ben toi tu avais 24, je sais pas si tes associés étaient dans la même tranche d'âge, puis vous avez grimpé ça jusqu'à 300 personnes quand même à l'époque. C'était quoi le succès de cette compagnie-là? C'est quand même toute une réalisation en quand même peu d'années, là, somme toute une quinzaine d'années. Ouais, en fait, les autres n'étaient pas nécessairement plus jeunes. J'étais le bébé, en fait, là. J'étais le plus jeune de la gang, là. Vraiment, quand même pas mal, là. Au moins 10 ans de différence avec chacun des associés qui sont venus un peu me. On était 4, en fait. Et puis, ce qui a vraiment, je dirais, démarqué Gespro Technologies, c'était vraiment, c'est drôle parce qu'on parle de meilleur humain, meilleur monde, là. Vraiment, l'élément. Si aujourd'hui on redemandait aux 300, il y avait 350 personnes à un certain moment, là. Si on leur demandait c'est quoi qui caractérisait Just Pro, moi je dirais c'est tout l'élément humain, l'esprit familial. Vraiment, là, j'ai quasiment envie de dire à des fois que la profitabilité était quasiment secondaire, là. Peut-être un peu trop à certains moments. On a vécu certains moments un petit peu difficiles, là. Mais l'élément là, humain, c'était vraiment ce qui nous démarquait au sein de Just Pro, là. Encore, on voit encore aujourd'hui, écoutez, 15-20 ans après, des gens, plein de gens. Il y a encore des réseaux qui sont créés, les anciens de Just Pro. Il n'y a pas une semaine sans que je vois un ancien employé de Just Pro qui me parle encore de ces moments-là, comment c'était extraordinaire, les moments de bien marier l'entreprise et l'espèce d'esprit familial au sein de l'entreprise. Ça, c'était vraiment caractéristique de Just Pro Technologies, je peux dire ça. Une culture que vous avez comme vraiment implantée ou c'était naturel? Y avait-tu comme vraiment un modèle d'affaires autour de l'humain ou c'était naturellement que vous avez bâti une organisation qu'avec du recul, tu vois comme super humaine? Non, non, c'était réfléchi, là. C'était quand même réfléchi de faire ça. Puis, tu sais, en même temps, là, tu peux pas réfléchir à une affaire comme ça puis juste rationnel, là. Faut que ça vienne un peu avec une conviction, exact, avec le cœur et les convictions. Tu sais, ça vient quand même moi, de tout mon bagage familial. Tu sais, je vous disais tantôt, je suis l'aîné de 8. Tu sais, on était dans un milieu très modeste. Donc, quelque part, ces valeurs-là sont restées avec moi toute ma vie, là. C'était vrai chez Gespro, c'était vrai après, là. C'est des valeurs de partage, de générosité, de respect, de travail d'équipe.
Tu sais, ça, c'est vraiment des choses qui m'ont porté toute ma vie, ma carrière durant. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais vraiment, c'était fondamental pour moi. J'ai été élevé, éduqué comme ça. Donc, chez Gespro, on se forçait pas. Puis mes trois associés on avait vraiment réfléchi beaucoup avant comment on allait se démarquer quand même, comment on pouvait se démarquer. Et c'était vraiment au cœur de notre stratégie. Ça fait partie au fond, du processus de recrutement, puis de votre capacité à aller chercher le bon monde, puis les bons talents, puis continuer de la spirale de cette belle culture-là. C'est tout ça qui a été le succès aussi en arrière? Ce qui est dur dans une entreprise de service, là, c'est les 10, 15, 20 premiers. Là. Tu sais, c'est que tu n'existes pas, tu es quatre associés, tu commences à recruter du monde avec une coquille vide, pratiquement, à dire bonjour, viendrais-tu, quitterais-tu, tu sais, telle entreprise sans les nommer pour t'en venir chez moi, tu sais, chez nous, tu sais. Vous êtes qui, vous autres, on est quatre. Alors, ce qui est dur, c'est la dizaine de premiers. Là. À partir du moment où tu as véritablement, tu respectes ce que tu as vendu aux gens, puis ils viennent pour une différence que tu leur as proposé, après ça, le recrutement, c'est fait beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, je dirais Mhm. qu'une fois que tu es rendu à 100, après ça, l'enjeu, c'est à l'époque, on recule quand même, là, ça fait quand même des années 90, là, ça fait quand même une trentaine d'années, tu sais, c'était la gestion de la croissance, là, parce qu'une firme de service, puis évidemment, trouver les mandats qui venaient avec ça, là, on dit toujours Mhm. qu'on pas une ligne de consultant, ce qui est dur, c'est que le vendredi, tu finis un mandat, il faut que tu en retrouves un autre le lundi, là. C'est Ouais. constamment à la recherche de tout ça, là. Mais honnêtement, là, ça a été vraiment vite, là, ce bout-là. À partir du moment où moi, je suis devenu PDG en 88. Au début, je n'étais pas nécessairement le PDG, là, j'étais le cofondateur, mais c'est rapidement, là, à 27 ans, je suis devenu PDG. Puis c'était ça qui nous drivait. Là. C'était vraiment, là, tu sais, en fait, on a créé même une coop de travailleurs actionnaires. C'était des valeurs complètement différentes à l'époque. Là, tu sais, on est allé chercher mobiliser les employés au sein d'une coopérative pour qu'ils puissent devenir actionnaires, partager les bénéfices et tout. Donc, ça aussi, ça permettait de beaucoup se démarquer comme entrepreneur, comme entreprise à l'époque. Là. Donc, c'était vraiment Mhm. toujours, là, tu sais, beaucoup, ben, écoutez, je ne dirais pas ça comme les parties de Gespro sont encore aujourd'hui des choses dont j'entends parler régulièrement. Tu sais, que tous les patrons, une fois par année, on faisait quelque chose qui était. Je vous donne une anecdote, c'est l'anecdotique, mais c'est la grande popote. Alors, les patrons faisaient la grosse bouffe toute une journée durant pour recevoir les employés le soir, bouffe inclus, service inclus. Tu sais. On a eu des moments, qu'on créait des moments pour avoir un lien, un esprit familial très, très fort au sein de Gespro. Puis vraiment, je répète, mais ça a été vraiment un élément qui nous a beaucoup démarqué. Intéressant parce que c'est très actuel. En fait, ouais, on revient à ça aujourd'hui. Hein. On revient à ce genre les jeunes recherchent aussi beaucoup ça. Hein. Non seulement un sens, tu sais, mais quand même trouver un endroit où ils peuvent là, tu sais, avoir un esprit d'appartenance. Là, puis c'est encore d'autant plus pertinent dans le contexte de la post-pandémie. Là. Alors, moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup guidé. C'est comment on peut faire en sorte que les gens soient fiers, heureux, puis qui appartiennent à l'organisation. Tu sais, parce que c'est avec eux que tu développes. Hein. Il n'y a rien sans eux. Là. Toute la cohésion, toute la vitesse à laquelle les choses se développent, ça va dire, c'est directement proportionnel à la motivation que les gens ont de le faire avancer. C'est pas une question du PDG, c'est une question de la force de l'équipe. Tu sais. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Là. Quoi votre étoile polaire à l'époque, ou en d'autres mots, la vision mobilisatrice, où est-ce que la compagnie voulait s'en aller? Parce qu'il y a ça aussi qui est mobilisateur pour les gens, là, tu sais, au-delà de l'esprit de famille puis de la culture, tu sais, vers où vous alliez avec ça? En fait, là, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai pas compté souvent, mais moi, à un moment donné, je commençais à trouver ça plus difficile de. Il y avait beaucoup de firmes de consultation à l'époque. On parlait de CGI tantôt, mais il y en avait plein d'autres, là, DMR, IST, Systématique. Il y en a encore plein qui existent dans ça. Là. Et je me rappelle à certains moments où, assis à la table avec des gens, on me demandait un peu qu'est-ce qui vous démarque, vous, là, des autres. Là. Puis, je fais une histoire que je n'ai pas contée souvent. Ça. En fait, je me disais que si Gespro devait disparaître, en fait, on perdrait, oui, cette belle entreprise-là avec l'esprit familial, mais il y avait tellement de besoins et de demandes pour les services en consultation que les consultants feraient juste se répartir au sein des autres organisations. Et c'est là que j'ai commencé à dire, il me manque quelque chose, moi, là. Il me manque quelque chose qui est davantage, un peu plus, là, il ne faut pas dire que les firmes de services ne créent pas de richesse, mais on est au service de. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mijoter une deuxième entreprise au sein de Gespro, parce qu'Einstein, ma deuxième entreprise, a pris naissance. En fait, c'est un spin-off de Gespro Technologies. Où est-ce que là, on avait vraiment pensé davantage une solution informatique. Donc, Gespro, c'est plus du service. Einstein, c'est plus un produit informatique. Puis, tu sais, pour rapidement faire l'histoire, là, quand je suis revenu de Washington avec ma première vente de
un chèque de 600 000 pour une vente d'1 million dans l'avion. Je me disais, c'est ça que je voulais. Aller créer de la richesse vraiment pour moi au Québec, c'était d'aller chercher un client comme UPI à Washington, ramener un chèque d'1 million pour avoir vendu un logiciel, premier client d'ailleurs en passant. Donc ça, pour moi, c'était vraiment davantage un peu en lien avec ce que je souhaitais créer comme impact économique, du moins à l'époque, au niveau de la création. C'est pour ça qu'on a créé Einstein, en fait. C'était un peu ça l'idée du début, là, même si toute l'histoire n'a pas été nécessairement là non plus toujours aisée. Là. Ça n'a pas été un chemin facile tout le temps, mais c'était quand même l'esprit derrière la création d'Einstein. OK, fait que ça nous permet de faire un peu le pont sur... tu as sorti de Gespro éventuellement, si je comprends bien. En fait, Vous avez vendu, ou je ne sais pas c'était quoi la fin de ce projet-là. L'histoire n'a été pas si simple que ça. C'est qu'on a créé Einstein. Moi, j'étais toujours président de Gespro Technologies. J'étais président du conseil de Einstein. On a embauché un président américain. Et puis là est arrivé la fameuse éclatement de la bulle. Rappelez-vous, on arrive en l'an 2000. Là. Ouais. À l'époque, en l'an 2000, tout ce qui s'appelait technologie était devenu toxique. Hein. Il n'y avait plus rien qui était bon. Là. Alors, Einstein avait beaucoup de fondamentales, avait une vraie technologie, vraiment beaucoup de fondamentales. Donc, c'est pas vrai que toutes les technologies, on niaisait dans ce temps-là, on disait les pets.com montaient des valeurs boursières épouvantables. Tu sais, flower.com montait des valeurs boursières incroyables. Ouais. Donc, là, le président américain, quand la bulle a éclaté, était comme un peu mal à l'aise. En fait, Einstein, c'était une compagnie qui était cotée à la bourse aussi. Alors, à l'époque, le financement n'était pas comme aujourd'hui. C'était très difficile d'aller chercher du financement. Donc, on a passé par reverse takeover qu'on appelait. Là. Donc, on a fait quelque chose, bref, sans aller dans les détails. C'était quand même assez créatif. Okay? À l'époque, il faut reculer là, en l'an 99-98, c'était vraiment beaucoup d'imagination, de créativité pour arriver à aller chercher le financement requis pour compétitionner, parce que cette technologie-là d'Einstein, il y en avait 4 sur la planète qui faisaient ça. Une en Angleterre, une en Israël, une en Californie. Il y avait une 5e en France qui est apparue un peu plus tard. Là. Alors, c'était vraiment c'est très proche de l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui, l'intelligence artificielle avec les chats, les GPT, etc. On était vraiment très, très early adopter, un peu trop d'ailleurs, un peu trop en amont de la chose. Là. Mais on s'est vraiment battu avec des grosses entreprises qui avaient des centaines de millions de financements. Puis nous, on allait à la guerre avec des petits millions. Tu sais. Là, on avait quand même ramassé une quarantaine de millions de mémoire là, pour Einstein. C'était quand même assez phénoménal à l'époque. Là. Mais l'idée, c'était ça derrière ça. C'était vraiment d'aller compétitionner des joueurs, je me rappelle d'Autonomie, qui avait été vendu plusieurs milliards à HP à l'époque de mémoire. Et nous, ça s'est terminé, en fait, là, ça a été pas. On aurait bien aimé ça, faire un aussi grand succès que ça, là, mais en fait, on a fini par vendre ça. La compagnie, moi, j'avais quitté là, à le nom de la compagnie Ottawa m'échappe, là, mais ça a été vendu à une compagnie canadienne. 7-8 années après. Mais moi, en fait, quand il y a eu l'éclatement de la bulle, moi, j'avais plusieurs membres du conseil d'administration. À l'époque, c'était pas rien. Là, les Feu Jacques Ménard, Richard Drouin, Pierre Ducrot de DMR, fondateur, Marc Dutil, qui était sur le conseil d'administration, Paul Gobeil. Alors, pour une start-up, là, vous voyez un peu le profil des administrateurs qui étaient là-dessus. C'était assez impressionnant. Okay? Des gens qui étaient vraiment d'envergure. Donc, ça vous donne une idée un peu du potentiel de cette entreprise-là puis de l'idée derrière ça. Puis quand la bulle avait éclaté, puis là, le président américain était un peu proche de tout ça, moi, je me disais, écoute, je ne peux pas avoir amené des gens comme ça, de cette qualité-là, sur un conseil d'administration comme ça. Puis là, je vous reconnecte un peu à ce que je vous disais tantôt en disant, bon, Gespro, c'est du service, il me manque une petite étincelle de motivation, il faut que je réussisse à faire autre chose. Et c'est là que j'avais été prendre un peu le relais de notre président américain. J'avais dit à mes actionnaires de l'époque, ces gens-là que je viens de vous nommer étaient aussi des actionnaires qui avaient mis pas mal de sous. Regarde, moi, je vais essayer d'aller... on va essayer de passer au travers ensemble de cet éclatement-là de la bulle, voir comment on peut ramener Einstein sur les rails, parce que c'était pas facile dans ce temps-là. Là. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai quitté Gespro. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on avait commencé pratiquement à vendre l'entreprise. Une grande partie de l'entreprise avait été vendue à TELUS. Et puis, c'est comme ça que j'ai quitté Gespro pour prendre Einstein pendant quelques années. Est-ce que l'éclatement de la bulle, ça a été plus une opportunité qu'un danger? Bon, ça a été dur, l'éclatement de la bulle, là, parce que ça a été plusieurs années en fait, c'était pas facile de relancer une entreprise après. Ça prenait un tabarnouche de bon fondamental qu'on avait, mais les financements des technologies étaient tough en tabarnouche. Là, on remonte en 2001, 2002. Là.
Puis ça prenait du financement. Tu sais, les autres avaient tous reçu leur financement en Ouais. amont. Il y avait un éclatement de la bulle, fait qu'on se battait avec des gorilles, comme on appelle, là. Ça n'a pas été simple, là. Fait que ça a été quand même un chemin assez difficile, ça, tu sais. Puis on est fiers, parce que je vous parlais de Washington tantôt. Tu sais, on a retapé le modèle d'affaires, qui est un modèle davantage tu sais, le ad banner qu'on appelait, là, les modèles un peu de publicité à l'époque, là, au début. Fait que là, on a un modèle plus de B2C, en fait, là. Et là, on a ramené ça à un modèle B2B. Et c'est là qu'on a développé des solutions qu'on est allé vendre écoute, on a même vendu à une entreprise qui appartenait à Bill Gates. Je me rappelle d'une rencontre avec Bill Gates, et Bill Gates était le chairman d'une compagnie qui s'appelait Corbis, là. On avait été vendre contre les gros gorilles, là. On l'a vendu à l'Organisation mondiale de la santé. C'est drôle un peu parce que c'est comme un peu aujourd'hui plus contemporain, là, mais on avait vendu la plateforme Einstein à l'Organisation mondiale de la santé pour traquer les pandémies potentielles. Là, on recule. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez de la grippe aviaire, là. C'est la technologie d'Einstein à la fin qui, après avoir en fait, la grippe aviaire a été détectée un peu trop tard. La Chine était un peu hermétique par rapport à fournir l'information. Ça ressemble encore à des informations d'aujourd'hui, un peu c'est comme aujourd'hui. Alors, l'Organisation mondiale de la santé avait acheté la plateforme d'Einstein pour quand, dans le futur, on puisse détecter beaucoup plus rapidement euh, les potentielles pandémies. Alors, on avait même eu une émission, un reportage à l'émission Découverte, qui font Mhm. rarement un peu la publicité pour des entreprises, mais c'était tellement novateur, cette technologie-là, là, qu'on avait vraiment quelque chose d'extraordinaire dans les mains. Fait que, on s'est amusé quand même beaucoup là-dedans. Ça a été le fun. Fait que ça, on a monté ça, je ne sais plus combien, là, combien d'employés, mais vraiment, on est allé faire de belles ventes un peu partout sur la planète, là, vraiment. Là, puis il y a des histoires là-dedans, des anecdotes, là. On peut passer une soirée à raconter des anecdotes sur comment on a réussi à vendre à Washington, à UPI, à Bill Gates, en Californie. Tu sais. À chaque histoire là-dedans, tu es une petite entreprise du Québec, publique. Donc, ils voient tes états financiers, ils voient que tu n'as pas beaucoup de moyens. Je me rappelle une des entreprises qu'on avait vendues, c'était une grosse entreprise à New York, qui m'avait demandé en arrivant dès le début, pourquoi je ferais confiance à une petite entreprise comme la tienne? J'ai regardé vos états financiers, vous avez presque plus de cash. Puis vos compétiteurs, tu sais, pourquoi une entreprise comme la mienne? En fait, c'était pas UPI, c'était. Ah oui, je pense que c'était UPI, justement. Pourquoi on ferait confiance à une petite entreprise comme la vôtre de Québec, qui moi, je suis à Washington, vous n'avez plus de cash dans le compte de banque. Et là, c'est là qu'on Question. j'avais une bonne réponse à ce moment-là de dire c'est pas les innovateurs comme vous êtes une entreprise qui avait toujours innové, c'est parce que vous avez certainement su prendre les risques au bon moment. Puis aujourd'hui, moi, que je vous propose, c'est d'aller à la prochaine étape avec une entreprise comme nous qui va vous permettre de continuer à vous démarquer. Il avait aimé la réponse parce qu'on avait fait la vente. Puis, tu sais, mais il y a plein d'histoires comme ça, là. C'est pas facile là, de partir de. Hey, là, c'est sûr, je retourne, je recule de quelques années, mais des ventes comme ça partant de Québec, du Québec. En fait, on était à Montréal. Einstein, le siège social, n'était plus à Québec, il était à Montréal. On l'avait déménagé à Montréal parce qu'il y avait beaucoup de linguistes qui travaillaient pour Einstein. Fait que, tu sais, à Québec, on avait un peu moins de choix de main-d'œuvre. Fait qu'il fallait qu'on travaillait plusieurs langues. Fait qu'on travaillait 13 langues différentes. Alors, il y a eu plein d'anecdotes là-dedans. C'était belle. C'était un beau moment. Puis encore une fois, ce qui a lié tout le monde, c'est beaucoup encore une fois, l'esprit d'équipe derrière ça. La famille Einstein. Encore aujourd'hui, je vois encore des gens qui me parlent encore de ça, que c'était donc agréable de travailler ensemble dans cette organisation-là. Tu sais. Fait que ça a été quand même une belle histoire que moi, j'ai quitté avant la fin. Que moi, je suis revenu à Québec après ça, parce qu'on avait un deal, ma femme et moi, ma conjointe et moi, c'est que dès que j'adoptais, on a adopté deux filles nous, de Taïwan, et dès que le premier appel de Taïwan arrivait, le deal avec ma blonde qui était restée à Québec, elle, c'est tu reviens à Québec ou tu restes à Montréal. Donc, j'ai choisi de revenir à Québec. Décision que tu regrettes pas. Non, je ne regrette pas ça. Normand? Oh, écoute, j'entends tes histoires, puis je me dis, ce qu'on entend souvent de nos entrepreneurs, c'est quand ils arrivent à être dans une position dans laquelle tu étais, de faire face, comme tu dis, aux gorilles ou aux grandes sociétés américaines. Deux questions pour toi. La première, dans quel état d'esprit on se trouve quand on est avec ces gens-là et quel genre de préparation on a à faire? Puis, puis souvent, on entend parler du fameux concept là, je suis un peu le syndrome de l'imposteur. Là, hein? Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Puis, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu te retrouves quand tu es devant ces gens-là? Là?
syndrome de l'imposteur, parce que avec la thématique, il y a tellement de belles histoires et de bons entrepreneurs, là, hommes et femmes au Québec, que vous avez certainement l'embarras du choix. C'est un peu dans ce sens-là que je disais, hey, pourquoi moi, là? Mais il y a une chose qui est importante dans ce que je dois vous raconter, c'est que j'ai jamais eu de, je ne veux pas le dire avec un peu spécial, mais j'ai pas eu beaucoup ça, moi, le complexe de la grande madame ou du grand monsieur, là. J'ai jamais été intimidé par à peu près personne là-dedans, moi. Fait que moi, ça m'intimide. C'est pas de ma faute, j'ai pas de mérite, j'ai pas de formation là-dessus, puis j'ai pas travaillé ça, là. Peut-être ma famille, parce qu'on était, bon, il a fallu se débrouiller à un moment donné, puis il a fallu rapidement là, aller chercher ce qu'on avait besoin. Et moi, j'ai rarement, jamais été intimidé par quelqu'un. Peu importe c'est qui, là, on va aller le voir, on va y parler, on va prendre le téléphone. Il est un humain comme tout le monde. Fait que ça m'a aidé beaucoup dans mon entreprise quand même, dans mes entreprises. Tu sais, fait que l'imposteur, quand j'étais par rapport, je pourrais vous raconter, quand j'ai rencontré le président d'IBM, tu sais, IBM, le mondial, là, Sam Palmisano. Comment qu'on a fait pour rencontrer Sam Palmisano? Encore une fois, là, c'est le Québec, là. Le Québec, Sam Palmisano, c'est une petite entreprise qui faisait peut-être, je ne sais pas, à ce moment-là, on faisait peut-être 10 millions de chiffre d'affaires, là, même pas. Là. Puis comment j'ai pu me ramasser dans l'attente à Augusta, sur la track de golf, à 1 heure et demie avec Sam Palmisano, ils sont le numéro 2 d'IBM, Bruce Havel, je me rappelle du nom, pour lui parler de Einstein. Ça, là, wow, ça, c'était toute une histoire. Comment on a fait? On a trouvé quelqu'un qui connaissait, qui nous a trouvé, enfin, il a fallu payer un peu pour aller là-bas, là, mais ça, là, c'était un moment marquant. Il y a plein d'exemples comme ça. Et je me suis ramassé dans le clubhouse là-bas avec Sam Palmisano puis Bruce Harrell, où est-ce qu'on a eu 1 heure et demie ensemble. Mais c'était bien plus qu'on avait espéré. Là. Mais il s'est vraiment intéressé à ça. Après ça, il a commencé à nous connecter un peu partout dans IBM, dans l'organisation. Ça, moi, ça, j'adorais ça. L'histoire de UPI, c'est la même affaire. L'histoire de Time à qui on a vendu, c'est toutes des histoires comme ça où derrière, il y a beaucoup d'imagination et de créativité pour compenser le fait que c'est quoi cette petite patente-là, là, cette petite compagnie-là qui va venir nous picosser aujourd'hui, nous déranger. Là. Là-dedans, on était vraiment, vraiment assez créatifs et on a eu des histoires incroyables là-dedans. Ça, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Une fois que la barrière, Mario, était entre vous êtes petit, il y a peu de cash ou il n'y a pas de cash, vous venez de Québec. Qu'est-ce que les gens réalisaient quand ils discutaient avec vous autres, là? En fait, encore une fois, je reviens au fondamental. Le fondamental était bon quand même. Okay? Mais on avait une équipe derrière ça, là, puis l'équipe R&D, puis le VP technologie qui était avec moi dans ce temps-là, c'était tout un génie, ça là. L'équipe était très forte. Je reviens encore à ce que je dis souvent. Quand tu as une équipe qui veut se donner, qui est motivée à faire avancer une cause, puis qu'ils sentent qu'ils sont. Je reviens aux valeurs entrepreneuriales, aux valeurs de l'esprit d'équipe, le respect, l'harmonie. Ça a toujours été des valeurs qui nous ont guidés. Ça fait que moi, je pense que l'esprit, je dis toujours qu'une armée de 10 personnes alignées, motivées, avec les bonnes convictions et les bonnes valeurs, peut vaincre une armée de 1000 personnes. Moi, j'ai toujours dit ça. À 10, on peut clencher une compagnie de 1000 si on travaille efficacement avec agilité. Je le pense encore aujourd'hui, ça. Fait que ça m'a toujours guidé, cette affaire-là. Fait que quand on est rentré, une fois qu'on rentrait, on était capable de démontrer un peu la technologie. Après ça, je vous dirais que l'élément second, c'est la confiance qui se crée. Ça, c'est important. Moi, j'ai toujours ça, là, c'est sacré pour moi. Tu rentres dans une organisation, no bullshit. OK, si on a dit quelque chose et qu'on n'est pas capable de le faire, je vais prendre le téléphone, je vais appeler Normand ou je vais appeler monsieur Bill Gates, peu importe, me dire, regarde, c'est parce que c'était ça notre univers. Là, on était en constant développement d'une nouvelle solution. Tout n'était pas arrêté. Des fois, on nous disait, allez-vous être capable de faire ça? Oui, je pense qu'on va être capable. Donc, le lien de confiance a toujours été à la base de tout ce que j'ai développé. Tout le temps, tout le temps. On me suis ramassé à un moment donné au Qatar, toujours pour Einstein, avec l'émir du Qatar, qui voulait faire des affaires à un moment donné, qu'on a fini par comprendre que c'était peut-être pas dans notre domaine, là, soit pas le domaine qu'on souhaitait développer, là, mais encore une fois, même affaire. Je n'ai pas brisé la relation de confiance. Ce monsieur-là venait au Québec, je ne savais même pas, là, mais il venait faire du ski alpin au Mont-Saint-Anne 2, 3 fois par année. Fait qu'on avait eu l'occasion de se revoir après ma visite au Qatar. Puis je lui avais dit pourquoi on ne continuerait pas dans ce domaine-là. Puis, tu sais, c'est garder le lien, garder le réseau de confiance. En fait, si moi, quelque chose que je peux dire que j'ai aujourd'hui, c'est certainement réussir à préserver le lien de confiance avec, je pense aujourd'hui, je peux dire, un immense réseau d'affaires là, au niveau québécois, canadien, mondial. Là. Et c'est la base de ça. La confiance, le respect, la collaboration. Ça a été vraiment ce qui m'a guidé tout le temps. Ça.
quelque chose tantôt qui m'a interpellé aussi, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Tu as dit prendre des risques au bon moment. Un peu comme ça que tu as fait ton closing là, à Washington, si je comprends bien. Peux-tu nous conter une anecdote par rapport à un moment qui est charnière dans le parcours de Einstein ou une autre, où est-ce que vous avez su prendre justement un risque bien calculé sur un bon timing? L'histoire de UPI est quand même, c'est la première, fait qu'il y en a plein d'autres, mais tu sais, j'aurais pu vous compter celle de Corbis, là. Elle est drôle, elle est plus drôle que d'autres, là. Mais celle-là de UPI était spéciale parce que je m'étais mis des petits secrets anodins, mais les gens savent à quel point des fois les adjointes peuvent être importantes. Alors, l'adjointe du patron de UPI à Washington était, avait de la parenté francophone quelque part dans son arbre généalogique. Elle ne parlait pas du tout français, là. Mais j'étais allé une fois à Washington, puis on s'était croisés un peu, puis on s'était vu un peu. Puis elle avait comme. J'avais senti beaucoup de, tu sais, à dire de l'affection, tu sais, c'est pas une histoire d'amour, là, mais tu sais, comme une tante qui était contente de parler un peu à quelqu'un de sa famille, puis elle me racontait sa famille. Ça fait qu'à un moment donné, ça avançait pas avec UPI, les choses étaient bloquées complètement, tu sais, puis on avait fait plusieurs représentations. Fait que j'avais appelé la dame en question, dont le nom m'échappe. J'avais dit, hey, je suis à Washington pour 3 jours. Serais-tu capable de me trouver un rendez-vous avec monsieur, je ne nommerai pas le nom, mais on peut même le dire, avec Mr. Ju, tu sais. Fait que, elle dit, c'était vraiment son nom, c'était un Coréen de mémoire, là. Fait que, elle dit, t'es à Washington pour 3 jours, mais là, c'était pas vrai, là. J'étais pas à Washington pour 3 jours, j'étais à Montréal. Fait qu'elle me rappelle quelques moments après, puis elle dit, là, on était le matin, puis elle dit, il serait prêt à te recevoir en fin de journée. Ouais. OK. Là, tu dis-tu, ben, ça peut être demain, là, je suis un peu occupé. Elle dit non, non, elle dit, il y a juste un. Puis là, quand il faut connaître le bonhomme pour savoir que quand il dit c'est rien qu'aujourd'hui, c'est rien qu'aujourd'hui. Fait que je m'étais organisé pour partir à Washington, rapidement de Montréal, prendre l'avion, me ramasser à Washington. J'avais fait un petit mensonge blanc, tu sais. Puis là, j'étais allé rencontrer M. Ju. Je me rappelle de ça, là. C'est là qu'il avait posé sa fameuse question, pourquoi je ferais confiance à une petite Ouais. entreprise de Québec, etc. Bonne réponse. Puis des consultants qu'on avait à l'époque m'avait dit quelque chose. C'est une drôle d'histoire. Il m'avait dit, à la fin de la rencontre, il va soit venir prendre le repas avec nous ou pas prendre le repas avec nous. S'il il dit à toute la gang, OK, merci de recevoir notre invité pour aller prendre un repas avec lui, doesn't look good for you. OK? Si il vient avec toi, c'est parce que tu as passé la première étape. Fait que, là, je m'imagine encore dans cette salle-là à répondre à ces questions, tu sais, la petite entreprise. Fait que finalement, M. Joe est venu manger avec nous autres. On a eu une bonne réunion. Et là, le lendemain, on n'avait rien réglé, là, on avait juste jasé, là, on n'avait pas encore fait la Christie de vente. Là. Moi, j'étais venu chercher, closer la vente, on n'était pas capable de closer. Fait que, comme j'étais 3 jours à Washington, supposément, l'adjointe me dit, viens demain, elle dit, il n'y a aucun trou dans l'agenda. Ben, elle dit, peut-être qu'il y a des fois, il y a des choses qui vont se passer. Fait que là, vous comprenez, j'étais à Washington. J'ai pas de linge, moi, là. Je suis parti de Montréal directement dans l'avion. Là, que je ne veux pas retourner à Washington le lendemain habillé de la même façon, avec la même chemise, la même. Je me rappellerai toujours. Là, j'étais à Washington en passant, j'étais à côté de la Maison-Blanche. UPI, c'est à côté de la Maison-Blanche. C'est d'ailleurs un des buildings que les snipers, quand il y a des événements à la Maison-Blanche, utilisent. OK? Et là, l'homme a dit, viens ton au bureau vers 9 h. Elle a dit, je vais te trouver un trou dans le journal. Fait que, le matin, je suis allé me trouver quelqu'un pour m'acheter un habit, mais là, un habit, je ne suis pas capable de me trouver un habit à 8 h le matin, 9 h le matin. Finalement, j'ai réussi à me trouver une chemise. J'ai demandé au monsieur, tu peux-tu au moins me la repasser? Elle était toute pleine de plis. Fait qu'au moins, j'avais changé quand même de chemise avec une nouvelle cravate. Et là, j'ai passé pratiquement toute la journée à attendre après monsieur Duque. Là, je voyais les VP qui sortaient, disaient, hey Mario, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, mais là, j'attends un peu. L'adjointe m'a dit, j'aurais peut-être un petit moment. Puis là, je voyais aller dîner. Puis là, j'ai passé la journée quasiment assis dans la chaise. Et là, il revenait de dîner. Ah, t'es encore là, Mario? Oui, je suis encore là. J'attends encore, tu sais. Et j'ai vu M. Ju à la fin de la journée. J'ai eu un petit 15 minutes avec. Et je suis reparti à Montréal, finalement, closer la vente, signer le deal avec mon fameux chèque de 600 000 que j'ai fait laminer, by the way, parce que j'étais vraiment fier de ramener ce trophée-là à Montréal. C'est une anecdote comme c'est un autre, mais tu sais, derrière ces affaires-là, du début des entreprises comme ça, là, tu peux pas avoir juste des longs fleuves tranquilles. Là. Il y a toutes sortes de petites histoires comme ça qui sont croustillantes. Là. Celle-là était quand même particulière. C'est une belle histoire. Ça. Il y a eu une porte qui a ouvert pas longtemps. C'est comme viens-t'en cet après-midi, même pas prêt, pas de saut dans la valise. Écoute, Est-ce que je réponds à votre question? t'étais jamais intimidé. Je suis comme. Non?
Est-ce que je réponds à votre question sur quand est-ce qu'on prend des petits risques? Ça, c'en était un pas pire, ça, tu sais. C'était pas pire, ce risque-là. Mais ça, quand je suis revenu, ça a été le premier client. Puis après ça, ça nous a ouvert la porte pour un paquet d'autres ventes qu'on a faites dans le domaine on appelait ça le e-publishing, là. Puis là, je raconte ça comme si c'était une bien belle histoire. Ça, oui, c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur de toute la suite des choses. Mais quand même, après ça, il y a eu des hauts et des bas dans toute la vie. Moi, j'ai quitté à un certain moment donné, quand, comme je vous disais, ma fille est arrivée de Taïwan, là. Puis quand même, Einstein, ça s'est bien terminé, ça a été vendu, mais ça n'a pas été nécessairement le success story que ça aurait pu être en termes d'impact international. Puis tu sais, je vous rappelle que Autonomie a été vendue là, plusieurs milliards à HP. Là, tu sais, on aurait espéré faire ça, mais il manquait des petits éléments dans tout ça, là, puis sans rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, je suis capable de faire une analyse a posteriori, de dire qu'est-ce qui nous a manqué à ce moment-là. Fait que là, on atterrit éventuellement au port de Québec. Et comment tes valeurs familiales, moi, ce que j'ai retenu depuis le début de notre entretien, Mario, c'est beaucoup de valeurs familiales et humaines, capacité incroyable à tisser des liens de confiance rapidement à part ça, à l'international, dans toutes les langues, en tout cas au minimum 2 langues. Et puis, tu sais, pas intimidé. Comment tout ce parcours-là et ce bagage-là de force unique te mène au port de Québec? Je reviens à Québec. Je m'en vais. Il y a à l'époque un certain président de la Fondation d'entrepreneurship qui s'appelle Régis Labaume qui m'appelle. Il dit là, je suis un peu dans le trouble avec un programme qu'on veut monter pour des gazelles en technologie avec le MIT à Boston, Cambridge. Il dit, viendrais-tu m'aider? Il dit, là, je sais que tu reviens à Québec. Puis, en fait, moi, mon plan, c'était, je m'en viens à Québec. Je vais retrouver ma conjointe et mon bébé qu'on va aller chercher à Taïwan. On était en fait allé chercher à Taïwan parce que je suis revenu un peu plus tard. Et puis, l'idée, c'était de repartir avec d'autres personnes un peu dans mes 2 expériences précédentes. Encore une fois, je reviens à l'esprit familial, la force de l'équipe. Tu sais, il y avait des gens qui étaient prêts à dire Mario, la prochaine, on en repart une autre. J'avais plusieurs personnes qui m'attendaient. Il y a une personne à New York, une personne à Montréal, qui voulait repartir la 3e entreprise. Je pense qu'une de mes forces, moi, c'est non seulement la mobilisation des gens, mais c'est la vision aussi. C'est trouver la vision, etc. Donc, je m'en viens à Québec. Régis m'appelle pour venir l'aider dans la fondation d'entrepreneurship. Là, vous connaissez un peu la fin du film. Là, la mairesse Boucher décède. Régis décide de se présenter à la mairie, devient maire de Québec. Moi, Alain Lemaire, à l'époque, le président de Cascade, était président du conseil d'administration. Il dit Mario, tu nous as aidé un peu dans l'MIT parce qu'on a réussi à faire quelque chose de bien avec le MIT, là, où j'ai beaucoup appris d'ailleurs en passant. C'était vraiment intéressant, toute la culture du MIT, comment ils développaient leur start-up. Là. Le MIT, je pense que si c'est encore vrai, c'était là où il y avait le plus de start-up au monde, en fait. C'était vraiment impressionnant. Donc, je suis allé apprendre encore beaucoup là. Et là, Alain Lemaire me demande si je ne prendrais pas un petit peu de temps pour gérer la Fondation d'entrepreneurship, puisque Régis devient maire de Québec. Bon, ça a donné bien, là. Avec le bébé qui arrivait, etc. Je vais faire ça quelques mois, je vais vous aider, on va mettre ça sur le. Et finalement, j'ai fait 3 ans. Et ça a changé ma vie. Vraiment, là, redonner. Oui, ton entreprise, c'est le fun. Là. Oui, tu développes ton équité, ce que j'ai arrêté de faire depuis la Fondation d'entrepreneurship, parce que c'est aussi vrai au port. Là, tu ne développes plus ton équité. Là. Mais quand même, là, j'ai appris, j'ai vu autre chose. Là. Puis je me rappelle quand j'ai quitté la Fondation d'entrepreneurship, les gens, je leur posais la question, je leur disais, si je devais vous dire aujourd'hui laquelle de mes 3 vies professionnelles, laquelle je suis le plus fier, je vous dirais probablement, c'est celle de la Fondation d'entrepreneurship. Hein, comment ça? Parce que il y a quelque chose qui est au-delà de donner quelque chose, rendre service à la communauté, à la société, quelque chose qui est un peu. Il y a un élément de cause, de mission puis de cause dans ça. Ça, honnêtement, ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. Et c'est ça qui, essentiellement, m'a amené au port de Québec. Là. OK, j'ai appris à connaître le port un peu en étant, d'abord, j'ai siégé sur le conseil d'administration. Mais là, j'ai eu vraiment la belle opportunité de mettre mon talent d'entrepreneur au service d'une organisation, puis en même temps, pouvoir servir une cause plus grande que juste ma compagnie, mon organisation. Il y avait énormément à faire au port de Québec, mais tu sais, moi, c'est une de mes grandes motivations, là. Est-ce que je peux, puis ma motivation, c'est est-ce que je peux contribuer à faire en sorte que la société de demain soit un peu meilleure par mes actions? Et ça me motive beaucoup. Puis ma mesure, j'ai 2 filles, moi, qui ont encore 2 jeunes filles, 12 et 17 ans. Ma mesure, c'est vraiment, qu'est-ce que vont dire mes filles de leur papa dans quelques années? Seront-elles fières de ce que leur papa a fait?
et elles seront-elles capables d'expliquer aussi pourquoi? Pas juste, puis c'est pas là, je suis vraiment pas dans le monétaire. Tu sais, mes filles sont très soucieuses, comme toutes les jeunes aujourd'hui, l'environnement, les changements climatiques, qu'est-ce qui se passe. Et on fait énormément dans ce sens-là, en termes de transformation de l'organisation ici, c'est pour ça que je suis sur l'AIVP, l'Association des villes portuaires. Tu sais, ça me préoccupe beaucoup. Ce qui préoccupe les jeunes me préoccupe aussi. Mais moi, j'ai peut-être des moyens de faire en sorte que les choses vont s'améliorer un peu. Okay? Et c'est ce que je fais au Port de Québec. Donc, vous comprenez un peu l'entrepreneur qui est arrivé à la Fondation, qui a comme un peu constaté qu'une cause, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. C'est carrément ça qui m'a fait. Parce que quand je suis arrivé au Port de Québec, ça a l'air un peu prétentieux, ça ne l'est pas. J'avais pas mal d'opportunités. Là. Les gens savaient que là, j'avais fait mon temps à Fondation. J'avais laissé savoir que j'étais prêt à revenir sur le marché. Puis, j'ai fait une belle réflexion, honnêtement, qui me sert encore beaucoup aujourd'hui. Je sais exactement pourquoi je suis au port. Puis quand j'ai des petits doutes, à un moment donné, quand je vois mes chums qui disent « Ouais, Mario, on a vendu notre entreprise, puis on vient de cacher un autre 100 millions. » C'est toujours un petit moment où tu dis « Bon, Colin, là, c'est un peu mon univers, ça, à l'époque, tu sais, mon univers de travailler pour développer ce genre de choses-là. » Mais je sais pourquoi je suis au port et ça me ramène, c'est ça qui me ground un peu, là, qui me ramène et je sais pourquoi j'ai pris la bonne décision. Fait que je suis très serein et confortable parce que je sais que je fais les bonnes choses actuellement. Le portuaire, justement, comme Québec, Montréal ou d'autres villes dans le monde où il y a des ports importants, je pense qu'on ne le soupçonne pas nous-mêmes, là. Donc, tu peux nous glisser un mot là-dessus, s'il te plaît, Mario? Ah, il y a tellement de choses. C'est tellement une bonne question, Normand, parce que s'il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que les gens, en fait, c'est plus vrai ici qu'un peu qu'ailleurs. C'est que quand tu vas en Europe, là, les gens, ils n'ont pas perdu leur culture, plus les villes maritimes, je parle, là, portuaires, ils ont pas, tu sais, je pense à des villes qu'on connaît plus, là, tu sais, Rotterdam, par exemple. Quand tu vas là, les gens savent l'importance de l'impact de la communauté portuaire, les bénéfices d'être une ville portuaire. Ici, on a un peu perdu ça depuis on n'a pas cultivé ça, là, cette culture-là, là, cet esprit-là de ville maritime. Et à chaque fois moi, que je rencontre des jeunes, des gens, puis on passe quelques temps avec eux, là, on n'est pas dans les histoires de clipettes qui vont en une minute expliquer quelque chose. Là, des fois, c'est compliqué d'expliquer les bénéfices d'un port, ça sert à quoi un port en une minute. Tu peux pas faire ça. Là. Des fois que les médias, c'est un peu difficile là, dans ce sens-là. Là. On n'a pas toujours la façon d'expliquer quelque chose. C'est quand même compliqué, c'est quand même complexe. Hein. Mais si j'avais à résumer ça, je dirais, on ne réalise pas à quel point on est chanceux et privilégié d'être proche, d'abord d'avoir des ports. Juste quelques statistiques, 80-85% de tout ce qu'on a autour de nous autres là, a été transporté un jour ou l'autre par bateau. Et puis là, partons du matériau brut jusqu'au produit fini, là, ça se promène beaucoup, beaucoup en bateau sur la planète. Puis donc, c'est quand même le mode le plus vert, le mode de transport le plus vert. Hein, c'est mieux, t'aimes mieux faire plus de millage en bateau qu'en train ou en camion. C'est beaucoup mieux pour les GES. Donc, travailler dans le milieu maritime, c'est aussi un moyen de réduire les GES. Mais l'autre élément que je voudrais souligner, c'est l'autonomie appelons ça du Québec ou d'une nation, d'un pays, là. Les chaînes logistiques, on l'a vu pendant la pandémie, rappelez-vous, là, même nos belles-mères, ma belle-mère me disait hey, tes mots, t'as dit de chaînes logistiques, là, je suis allé chez Canac aujourd'hui, il manquait de produits, ils disent que c'est à cause des chaînes logistiques. Je pense qu'on a bien compris pendant la pandémie, l'importance des chaînes d'approvisionnement. Okay? Puis c'est carrément, pour moi, là, il n'y a pas d'autre mot que autonomie d'une nation. On ne peut pas dépendre des Américains, par exemple, pour que toutes nos marchandises arrivent par le port de New York, par exemple, ou peu importe, là, je donne un exemple de New York, et s'il y avait une grève, et s'il y avait une guerre, et s'il y avait une pandémie, est-ce qu'on est prêt à être dépendant d'un pays externe pour nous livrer ce qu'on aura besoin pour subvenir à nos besoins? Tu sais? On ne veut pas ça. C'est tellement, tellement, tellement important, les chaînes logistiques. Et les chaînes logistiques, ça passe par aussi un port. Donc, tu sais, comme 80%, le mode de transport le plus vert, on ne veut pas avoir nos marchandises qui arrivent par camion, qui font 1000 km du port de Philadelphie ou de Baltimore, qui s'en viennent jusqu'à Québec. On veut qu'ils arrivent en bateau le plus proche possible. Tu sais. Fait que quand on passe, moi je dis toujours, quand je prends 1 heure avec un groupe d'étudiants, puis là, je vous garantis que je ne fais pas de survente. Là. On est juste factuel. Là. Puis je demande aux gens dans la salle,
je fais toujours l'exemple de dire, je me tourne puis je dis aux gens, regarde, il n'y a pas de caméra là. Quels sont ceux qui ont une opinion plus ou moins favorable d'un port? Je vous dirais que la grande majorité des jeunes qui viennent ici se lèvent la main. C'est pas vraiment, on n'a pas une opinion a priori favorable d'un port. On parle de gros bateaux, pollution, ça fait du bruit. C'est sûr qu'un port, c'est des gros entrepôts, des grues portiques, des tas, des conteneurs. Puis, après une heure, là, je vous garantis que encore une fois, c'est pas de la survente, c'est strictement factuel. Avec un peu d'éducation, la même proportion des gens qui disaient avoir une opinion plus ou moins favorable au début, à fin deviennent des bons ambassadeurs d'une ville portuaire, d'un port. Ils comprennent à quoi ça sert un port. Tu sais, que c'est important d'avoir un port. Puis je vous garantis, il y a plein de jeunes que je rencontre aujourd'hui, moi, j'adore ça, faire ça en passant. Rencontrer les jeunes, les écoles, puis là, échanger avec eux sur à quoi ça sert des chaînes logistiques, à quoi ça sert des ports, c'est quoi la connexion avec les chemins de fer, etc. D'où vient votre iPhone? Ah, iPhone, il vient d'Apple Store. Ouais, mais attention, Apple Store, avant ça, il était où? Là? Ah, il vient de la Chine. OK, il vient de la Chine, mais avant la Chine, il vient d'où? Là? Puis là, tu pars du Apple, du iPhone, là, puis tu remontes jusqu'aux matériaux. Tous les matériaux, en fait, les terres rares, n'importe quoi, c'est transporté comment? C'est extraordinaire, cette industrie-là. C'est vraiment phénoménal quand tu te mets à rentrer dans ça. Là. Puis d'où arrivent nos produits, d'où ils viennent. Tout ça en étant conscient que ça va aussi, faut produire davantage localement, faut de moins en moins transporter des marchandises. Parce que, tu sais, plus on produit localement, moins il y aura de transport, moins il y aura de GES, parce qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour réduire les GES des modes de transport. Fait que, il y a plein d'enjeux. Tout n'est pas parfait. Il y a quand même énormément à faire de ce côté-là. Puis moi, j'ai l'impression vraiment d'être un acteur de changement pour le mieux, pour un environnement meilleur, de l'intérieur d'une industrie qui a aussi besoin de faire quand même des bons changements. On est là-dedans. Moi, j'aime ça, j'aime ça. On est un acteur de changement, vecteur de changement. C'est pour ça que je suis vice-président de la IVP dans 50 pays, puis on fait très bonne figure, le port de Québec, au niveau mondial, en termes de, je vous dirais, mettre de la pression aux bons endroits. Pour que ça accélère l'histoire. Mario, t'as dit tantôt que aujourd'hui, finalement, tu te réveilles le matin, notamment pour qu'un jour tes filles puissent avoir une fierté de ce que leur père a fait comme accomplissement, puis pas monétaire, mais plutôt impact social, impact économique, et qu'elles en comprennent aussi le pourquoi. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus du pourquoi, ou quelle est l'empreinte que tu aimerais laisser avec les années que tu as là, à faire avec le port. En fait, on vient justement de revisiter notre planification stratégique et notre vision 2035. Là. Puis je vous la résume dans mes mots, là, mais on a reviré un peu à la pyramide. Alors, on veut être un port qui va rendre fiers ses citoyens. Donc, on commence par le citoyen, qui vont reconnaître que le port de Québec est bon pour l'environnement, fait les bonnes choses pour l'environnement, pour la protection de la biodiversité. Puis après ça, on termine avec, tout en étant un chef de file mondial dans les chaînes logistiques. Vous avez compris ma passion tantôt quand je vous ai parlé des chaînes logistiques, mais d'abord la communauté, ensuite l'environnement, la biodiversité. Et là, ce qu'on veut, c'est véritablement, là, c'est dans cet ordre-là qu'on réfléchit nos affaires aujourd'hui. Tu sais, on a résumé notre planification stratégique en 4 mondes, là. S'engager pour un monde plus durable, être proche du monde, on parle de notre communauté, innover et rayonner dans le monde, dans mes chaînes logistiques, puis aller plus loin avec mon monde, notre monde, qui sont nos employés, encore une fois, qui sont toujours, pour moi, là, la famille, encore une fois, les valeurs, le respect, la collaboration, c'est au cœur de tout ça. Donc, on résume tout ça comme ça. Puis dans chacun de ces mondes-là, on a énormément d'actions avec des mesures. Qu'est-ce qu'on va avoir accompli cette année pour avancer? Puis je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire à quel point ma mesure de ma fille, ça va bien. Il y a un certain moment donné, on a eu des enjeux un peu à Québec avec. Il y a toujours des choses. C'est toujours un work in progress, comme on dit en bon québécois. Là. Un port, c'est pas une petite affaire. Là. Oui, ça génère un peu de bruit et des choses comme ça. Donc, comment on fait pour atténuer, mitiger, etc. Un jour, ma fille m'avait dit en arrivant à la maison, elle dit, papa, j'ai dit à mes amis à l'école que mon papa il était président du port. Puis elle dit, là, j'ai décidé que je ne le dirais plus. Ma fille avait probablement 8 ans. Tu sais. Ah ouais, tu dirais plus ça, pourquoi? Je m'en doutais, là, mais. Ah, elle dit, les gens, ils sont pas toujours gentils quand elle dit ça, ils sont méchants. Tu sais. Ça vient t'arracher un morceau du cœur un peu. Là, il y a ma fille qui ne veut pas dire que son papa travaille au port. Puis c'est sûr que ça a été un petit peu difficile maintenant à Québec. Là.
Ça a été dans les médias, il y a eu des histoires de poussière dans la communauté, puis des vraies histoires là, qu'on on a travaillé, puis qu'on a pris de front, puis on a travaillé à mettre en place des solutions. Mais là, la belle mesure, c'est qu'aujourd'hui, ma fille est rendue à 12 ans. Et quand il y a des gens qui viennent à la maison qui ont envie de dire un peu, qui doutent un peu de l'utilité puis qu'on fait les bonnes choses, c'est elle maintenant qui prend la défense. C'est elle qui commence à expliquer qu'est-ce qu'on fait de bon pour l'environnement, pour protéger la biodiversité. Elle va raconter notre histoire de parc d'hirondelles ici, Hirondelle de Rivage, qui est une espèce en voie de disparition qu'on a travaillé ensemble. Puis là, maintenant, la colonie est 4 fois plus importante qu'elle était à l'époque. Pourtant, c'est une espèce en voie de disparition. Fait qu'elle elle a saisi comme ça, plein de petits exemples comme ça qu'on est en train de faire. Le bateau, c'est mieux que le train, par exemple. Et aujourd'hui, ma fille est capable de. Mes 2 filles, en fait, ne cachent plus le fait qu'on travaille au port de Québec, son papa travaille au port de Québec. Elles sont maintenant capables de dire, hey, un port, ça fait aussi des bonnes choses. Fait que ça, c'est une belle mesure pour nous. Combien vous avez de monde dans l'équipe? En fait, c'est petit. Un port, en fait, il y a 2 affaires. Il y a plusieurs milliers de travailleurs qui viennent ici à chaque jour. Donc, on a une espèce de, entre guillemets, nous, ça s'appelle l'Autorité portuaire de Québec. Alors, l'équipe comme telle, c'est 115, 120 personnes. L'Autorité portuaire, là, donc c'est l'administration. On rayonne, on a l'autorité sur l'ensemble de toutes les entreprises qui travaillent ici, qui sont plusieurs milliers de travailleurs par jour. Donc, c'est une grande responsabilité pour, somme toute, une petite équipe. Donc, c'est pour ça que ça prend encore une fois une équipe très alignée, très en cohésion, une équipe motivée, fière, parce que les défis qui sont en face de nous sont quand même importants. Moi, je suis très fier de mon équipe, une équipe extraordinaire qui se donne vraiment à 150%. Des gens qui veulent changer des choses, ils ont à peu près, je vous dirais, les mêmes métriques et les mêmes mesures que la mienne. Ils savent qu'ils peuvent. J'ai plein de jeunes chez nous, des jeunes femmes, des jeunes, tu sais, de 28, 30, 35 ans, des PhD en environnement, en biologie, tu sais, qui viennent parce qu'ils voient comment on peut changer les choses de l'intérieur. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point cette équipe-là est engagée dans cette transformation-là. Mario, on achève tranquillement. Je te l'avais dit avant l'entrevue, hein, ça passe vite. Le temps en bonne compagnie. Franchement, on passerait bien une autre heure avec toi. Mais on va être respectueux de ton temps. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'AIVP. Tu l'as nommé quelques fois. Ça semble un point quand même important là, de tout ce que tu travailles puis de l'empreinte que vous voulez laisser. Peux-tu nous en parler un peu de qu'est-ce que c'est et quelles sont encore une fois, peut-être l'empreinte que vous aimeriez laisser là, internationalement avec ça? En fait, l'AIVP, c'est. En fait, moi, excusez, j'ai plus un papier. L'AIVP, c'est l'Association internationale Ville-Port. Ça, c'est de mémoire, là, pas de mémoire, en fait, là, parce que c'est 50, 49, on est 50 pays, plus de 200 quelques membres. Et l'idée, c'est véritablement de travailler à développer de meilleures relations ville-port. Parce que chez nous, ça va quand même assez bien. Et dans différents pays, là, je peux vous dire que la relation entre la ville et le port, c'est plus une relation de confrontation. Puis, on n'a pas besoin de reculer très, très loin en arrière, même chez nous, dans nos communautés, pour avoir cette espèce de cette image-là là, de la ville, tu sais, parce que souvent, il y a des histoires de juridiction. Un port, c'est souvent une juridiction fédérale. La ville, bon, tu sais, c'est dans ma cour, viens pas jouer dans ma cour. Moi, quand je suis arrivé, une des premières choses que j'ai dit, c'est que notre cour arrière, c'est la cour avant de la ville. Alors, il n'est plus question d'avoir des clôtures ou des choses comme ça, de dire, parce que vous comprenez que nous, on travaille face au fleuve, puis ça, c'est là qu'on transborde des activités. Donc, le derrière, notre cour arrière, c'est la cour avant de la ville. Donc, on a énormément travaillé à développer ce lien-là, cette liaison-là entre le port et la ville. Okay, ici à Québec, vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu Québec, là, on a contribué évidemment en grande partie à faciliter toute la promenade Samuel de Champlain, mais plein de choses encore aujourd'hui. Si vous venez à Québec, là, ceux qui ne sont pas là, je vous invite à venir cet été, là, puis appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous faire une petite visite. On a la Cale, qui est un endroit où tu peux venir prendre un repas ou un verre juste à côté du fleuve. L'Oasis, où tu peux venir te baigner dans l'eau ici, à un autre endroit. La baie de Beauport, le bassin Brown. On a développé énormément de moyens additionnels pour que la communauté puisse profiter d'un accès au fleuve. Et ça, vous le savez, partout sur la planète, c'est revendiqué par les communautés qui sont proches des ports. Là. Donc, ça en est une grande thématique, ça, de la IVP. Comment on peut travailler ça, les waterfronts, qu'on appelle d'une façon différente. En plus de tous les autres éléments qu'on connaît, comment décarboner plus vite, comment mieux gérer les villes de croisiéristes, parce que des croisières, des fois, ça arrive, c'est un petit peu, tu sais, beaucoup de visiteurs qui arrivent en même temps.
Donc, c'est toutes des thématiques au sein de la IVP, ça. Et la Ville de Québec, le port de Québec et sa ville, je peux vous le dire, on en est fiers. Maintenant, on a reçu en 2018, toute la IVP sont venus ici en 2018 pour une conférence mondiale. Ils vont dans des villes où il y a des choses à montrer, des choses qui inspirent les autres villes portuaires. Ils sont venus ici en 2018. Et on a créé ici à Québec même l'agenda 2030 qui est inspiré des 17 principes là, de l'ONU, le développement durable de l'ONU. On a créé l'agenda 2030. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de villes et de ports qui adhèrent à l'agenda 2030, qui est un peu en fait une série d'objectifs à atteindre. En fait, c'est comme un peu les principes de l'ONU, mais adaptés à une ville portuaire. Comment on peut faire avancer les choses autant du côté de biodiversité que d'approvisionnement responsable, de décarbonation, etc. Donc, ça a été créé à Québec en 2018. Et moi, je suis vice-président de cette association-là. Notre président est assez connu actuellement. Il s'appelle Édouard Philippe, là, qui est l'ancien premier ministre de France. Peut-être même le prochain président de la France. Qui sait? Là, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être le prochain président de la France, très engagé du moins dans cette politique française-là. Et on a un Marocain, un Italien, moi je suis évidemment membre du comité exécutif, là, et on a probablement 25 membres du conseil d'administration. L'idée, c'est véritablement de faire évoluer nos villes portuaires de mieux en mieux dans des pratiques de plus en plus responsables. Alors, c'est une belle organisation. Ceci étant dit, je suis impliqué dans plein d'affaires, président du conseil de la SODES, la Société de développement économique du Saint-Laurent. Je suis avec la Fondation Roméo Dallaire qui est venue me chercher beaucoup un peu parce que ça vient chercher un peu ma jeunesse, un peu de milieu modeste. Et des gens disent toujours, on dirait que tu as du temps pour tout. Là. Il y a souvent quelque chose qui dit que les gens les plus occupés sont ceux qui ont toujours du temps. Là. Je peux vous dire que j'en aurais encore pour m'impliquer, mais j'aime ça m'impliquer. C'est quelque chose qui est important pour moi, redonner, redonner, redonner. Alors, ça me motive tout le temps encore autant qu'avant, cette affaire-là. Et je suis très heureux dans ce que je fais actuellement parce que je pense encore une fois que je peux contribuer à une société un peu meilleure. Lancer une dernière question. On a vraiment senti ta passion pour quand tu rencontres des jeunes étudiants, par exemple. Et même chose pour tes filles, évidemment. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale, quel serait-il? Écoutez, je suis bon pour moi, en fait, mon thème à l'école de Beauce, là, ça commence un peu à l'envers des autres. C'est qu'au lieu d'aller donner des conseils sur quoi faire, je vais leur raconter très candidement mes plus grandes erreurs. On n'a pas eu le temps de parler de ça aujourd'hui, mais en fait, j'ai vraiment une présentation à l'école de Beauce où je présente mes 10 plus grandes erreurs, évidemment, des vraies erreurs dans ma vraie vie professionnelle que j'ai faites, qui m'ont coûté du temps, qui m'ont coûté des pertes d'opportunités importantes. Alors, c'est plus dans ce sens-là moi, que j'apprends aux autres en disant, voici les erreurs que j'ai faites. J'espère que de voir comment je les ai, de vous expliquer que ce sont des erreurs, j'espère que si je peux vous éviter de les faire, ça vous fera gagner un peu de temps. Donc, je suis meilleur dans ce sens-là que de donner les conseils, de dire quoi faire. Mais évidemment, là, je n'inventerai rien en disant que la chose la plus importante, là, puis c'est de bien se connaître pour être capable de la meilleure façon possible de s'entourer de gens qui sont complémentaires. Il n'y a personne qui est bon dans tout, c'est impossible. Puis si on veut savoir faire l'introspection pour bien connaître qui on est, on ne demande pas ça à sa mère généralement, puis à sa grand-mère, là, c'est pas bon. Là, il faut véritablement créer avec des gens avec qui on a travaillé régulièrement. Il faut oser le demander. C'est pas toujours, ça prend de l'humilité pour être capable de vraiment reconnaître ses côtés moins bons. Et moi, j'ai beaucoup de côtés moins bons. J'ai des côtés bons. J'ai aussi des côtés où je suis moins bon. C'est de toujours ne jamais avoir peur d'aller chercher des gens meilleurs que soi. T'sais. Puis là, il y a toute une théorie là-dessus qui dit les A, B, C. Là, les joueurs qui réussissent, les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui sont capables de s'entourer des A-players, les A. Les A, c'est des gens qui s'entourent que des gens plus forts qu'eux. Okay? Et si tu commences à t'entourer, là, mettons, on laisse tomber les B, c'est trop long. Les B, c'est des gens qui ne savent pas s'ils vont être des A ou des C. Mais les C, c'est ceux qui, au contraire, aiment mieux s'entourer de gens un petit peu moins forts qu'eux parce qu'ils veulent pas, ils gèrent moins bien la menace. Tu sais, en fait, ils veulent pas avoir l'air d'être moins bons que les autres. Alors, ce que les C font, c'est qu'ils embauchent après ça des C, des D, des A, des F. Ça fait décliner une organisation. Alors, mon conseil, c'est qu'il faut savoir se connaître, s'entourer de gens plus forts que nous dans chacun de leur domaine, qui eux autres aussi, ça c'est important, veulent aussi s'entourer de gens plus forts qu'eux dans leur domaine. Ça, vous comprenez à quel point ça, en bon québécois, ça scale up un peu la patente par le haut. Là, ça c'est vraiment probablement mon meilleur conseil, mais il est probablement celui qui est
Ce même conseil-là qui est donné par tous les entrepreneurs que vous rencontrez, j'imagine, là, savoir s'entourer. Hein. Ça doit être assez fréquent que vous entendez ça. Ben, tu l'as amené à ta façon et à ta saveur. On l'avait entendu, mais c'est vraiment pas le seul qui est sorti. Mais je trouve que tu l'aurais fait revisiter par un autre angle. Fait que c'est pas le même conseil. Hein. Comme on dit, on peut aller à la rivière plusieurs fois, on boira jamais la même eau. Fait que le même conseil dit par une différente personne peut être différent à mes oreilles, en tout cas. Mario, on vient de passer ensemble, même peut-être un peu plus. Merci beaucoup, beaucoup de ton temps. Quelques takeaways pour prendre aussi en bon québécois, quelques takeaways de mon côté. Moi, j'ai vraiment rencontré quelqu'un de famille, quelqu'un de novateur, quelqu'un qui a pas peur de rien finalement, qui a pas peur d'être intimidé, qui est capable de sauter sur un avion pour Washington le matin même, puis d'aller se planter d'une salle de conférence pour attendre la bonne opportunité. Vision, mobilisation des gens, j'ai retenu ça aussi. Relation avec tes filles, je trouve ça inspirant en tant que père de famille d'écouter comment qu'elle te guide à travers de ça aussi, tu sais, aussi jeune que 8 ans. Puis j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de votre vision pour le port, qui est partie de communauté, environnement, puis en même temps aussi, tu sais, performance, efficacité, qualité des chaînes logistiques. Mais j'ai aimé comment le centre est parti de la fierté de la communauté. J'ai trouvé ça pas mal inspirant, ça aussi. Alors, c'est mes takeaways. Non. Je répéterai pas tout ce que tu as dit, mais Mario, une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que tu as un style de leadership qui dégage beaucoup d'attrait. Hein? Donc, une espèce d'aimant, au lieu d'exiger, demander, réclamer, ta passion et ta vision fait en sorte que tu dégages énormément d'attrait. Je peux imaginer pourquoi les gens veulent travailler avec toi puis veulent rendre le monde encore meilleur. Donc, ça nous prend des Mario dans notre monde. Merci de nous avoir communiqué ça. Merci d'avoir passé l'heure avec nous. Puis j'espère que ça aura une belle diffusion dans nos réseaux et dans les tiens aussi. Si jamais il y a des gens qui. Ça me fait plaisir en passant. C'est des choses qui sont pas claires, puis les auditeurs veulent creuser un peu. Facile à trouver au port de Québec, garde. Je dis jamais non, on finit toujours par trouver un petit. Des fois, ça prend un peu de temps, mais ça me fait plaisir d'accueillir les gens, soit pour une visite du port, pour venir voir, constater ce que j'ai dit aujourd'hui, mais aussi pour parler à des entrepreneurs qui ont le goût à mener d'avoir une petite demi-heure avec un petit café pour quelques petits conseils. Là, c'est rare que je dis non à ça. C'est comme un peu mon dada. Ça me fait toujours plaisir de partager, surtout mes erreurs. Excellent. Coupé, Léo.